Bonjour, nous sommes donc à la 4e leçon de ce cours que j'ai, vous voyez, je ne le fais pas systématiquement, mais un petit clin d'œil, ça a débuté comme ça, c'est le début du voyage au bout de la nuit de Céline, mais vous verrez que comme il y a une scène nocturne, ça peut avoir un... et qui inaugure notre narration, ce n'est pas inapproprié. Donc nous avons, lors des deux cours précédents, esquissé l'histoire de deux termes fondamentaux de la littérature morale japonaise, morale étant évidemment pris au sens premier du littré, n'est-ce pas, ce qui concerne les mœurs. Donc la littérature morale japonaise et l'œuvre de Saikaku est éminemment morale dans son immoralisme ou son amoralisme. On verra d'ailleurs que ce n'est peut-être pas comme ça qu'il faut le voir. Et donc les œuvres de Saikaku en particulier. Donc ces deux termes, c'est Ido, qu'on peut traduire, vous vous souvenez, je n'ai pas recommencé ce que je vous ai expliqué la dernière fois, donc on peut traduire l'appétence sensuelle ou la couleur, le désir, la volupté, ce qui nous enchaîne dans le monde, d'une part, donc, et En, le lien karmique de l'autre, qu'on peut lire aussi Yukari, Enishi, etc. Deux termes qui s'analysent chacun en une large palette de nuances et qui sont ces nuances qui sont presque toutes à prendre en considération si l'on veut mieux comprendre la subtilité des jeux narratifs de notre romancier. Alors, nous allons à présent tenter de mettre en lumière la façon dont Saikaku utilise ces concepts comme moteur narratif, le second plus spécialement, c'est-à-dire le terme de haine. C'est presque naturel, puisqu'on a vu dans les différents sens de haine qu'il y a ce que j'essaie de couvrir par le mot de relation, n'est-ce pas? Comme on dit, relation d'un voyage, relation d'un épisode, relation d'un événement, donc c'est tout à fait approprié. La narration littéraire, mais aussi la relation amoureuse, donc il y a vraiment les deux grandes nuances qui sont dedans, les conditions karmiques en quelque sorte. Et Ido, de ce point de vue, c'est presque l'objet naturel de haine. N'est-ce pas? Vous avez vu que haine avait un sens aussi verbal qui veut dire prendre pour objet. Donc ce que nous faisons dans le monde, nous en tant que agents percevants, c'est nous prenons pour objet comme aurait dit le marquis de Sade, n'est-ce pas, l'objet de désir. Donc c'est tout à fait, haine sous-entend Ido en quelque sorte. C'est l'objet perpétuellement sous-entendu de haine. Donc nous allons tenter de mettre en lumière la façon dont Saikaku utilise ces concepts et à travers deux épisodes, deux brèves scènes de l'Ichida Yotoko, le fils du libertin, que je vais traduire, c'est-à-dire le premier des deux romans, Ichida Yotoko, le libertin, Nida Yotoko, le fils du libertin. Donc Ichida Yotoko, c'est le premier, et le plus complet dans son propos, qui est de montrer quelqu'un qui suit d'un bout à l'autre de sa vie la voie du plaisir, Shikido. Nous y reviendrons en toute fin de cette leçon. Et dans ce Ichida Yotoko, donc le premier libertin, vous avez deux sortes de relations exemplaires et qui, en réalité, proposent chacune au moins deux niveaux interprétatifs. Nous allons le voir. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir que ce n'est pas sorcier. Simplement, on voit très bien à quel point les deux dimensions sont imbriquées dans la narration de Saikaku et certainement d'une bonne partie des romanciers japonais. Donc, dans la première scène, l'ensemble de la scène se proposera comme le miroir parodique d'un célèbre antécédent, tout en nous suggérant sur un mode expressif mineur, très discrètement suggéré mais fort perceptible, un fil de lecture. Vous verrez. Dans la seconde scène, toujours sur deux niveaux, nous aurons la description d'une rencontre qui s'inscrirait à la fois dans la narration du premier libertin, dans la vie même du protagoniste, mais aussi dans la vie du Nida Yotoko, de son fils donc. Et enfin, et surtout même, c'est une scène qui s'inscrit dans une relation bien plus lointaine sur le plan littéraire,
replaçant l'œuvre de Saikaku, donc ce romancier du XVIIe siècle, dans la lignée du Genji Monogatari, le roman de l'an 1000. Bien entendu, il faut se garder dans tout cela de négliger l'humour de l'auteur, c'est primordial, sans ça on ne comprend rien, qui fait que tout est à prendre avec un grain de sel, et que les relations qu'il tisse entre les différents niveaux sont le plus souvent d'ordre parodique. Mais il n'y a pas que cela, comme j'essaierai de le montrer au fil des leçons. On se souvient peut-être de toute l'attention que nous avions accordée lors du cours sur le Genji, une attention qui allait peut-être au-delà du raisonnable, à la structure même du roman, et en particulier au nombre de ses chapitres. Nous avions formulé quelques hypothèses, une notamment sur le nombre canonique de 54, sur lequel s'accordait la plus grande partie des commentateurs et qu'il est devenu l'un des attributs de la Vulgate du Genji, celle que lisait Saikaku. On se souviendra encore de la concurrence dans les représentations du nombre de chapitres avec le nombre 60, explicitement rapproché par certains sur la base du texte même du Genji, qui parle à un moment, enfin je ne reviens pas là-dessus, nous en avons suffisamment parlé il y a 2 ans, n'est-ce pas, bon, mais qui relie ça à la trilogie de l'école Tendai. Dans les 2 cas, appuyés sur un faisceau d'arguments, nous avions relevé le sens bouddhique de cette numérologie. Saikaku reprend dans son Ichidai Otoko, le premier libertin, ce chiffre emblématique de 54. C'est précisément, nous l'avons dit, le nombre d'épisodes que comprend le roman, qui est divisé en 8 livres. Et chaque livre comprend à peu près 7 chapitres ou épisodes, sauf le 8e, qui n'en compte que 5, ce qui fait donc 54, si je compte bien, c'est l'extrême limite de mes capacités arithmétiques. Ainsi, Saikaku a-t-il fait correspondre son roman à celui de son illustre modèle. On sait aussi que l'âge de la première expérience rapportée de Yonosuke, le protagoniste du roman, le premier libertin, dans une scène que nous allons voir tout à l'heure, est situé autour de 7 ans, ce qui est l'âge de la première apparition du prince radieux après sa naissance dans le roman de Murasaki Shikibu. Pour l'âge qu'avait le Genji à sa mort, nous sommes quelque peu dans le flou, si on se rapporte au Genji Monogatari. Il a 52 ans au chapitre Maboroshi, qui suit le chapitre 40, n'est-ce pas, donc c'est le chapitre 40 est intitulé Minori, qu'on a traduit par l'auguste loi. Maboroshi, c'est à la fois l'illusion et éventuellement le maître taoïste. Enfin, je ne reviens pas à ce que j'ai expliqué en long et en large il y a 2 ans. Donc ce chapitre, et en tout cas au chapitre Maboroshi, qui est le chapitre 41, et il a 52 ans. Et dans ce chapitre est décrit le désespoir du prince après la mort de sa jeune épouse Murasaki no Ue, et qui décrit aussi son intention d'entrer dans la vie religieuse, Shukkei. Il va encore, on va dire, n'est-ce pas, parce que ça, à chaque fois, dès qu'il déprime un peu, le prince Genji veut entrer en religion. Mais cette fois, cela semble être du sérieux. Et l'on décrit parmi ses préparatifs de départ la célèbre et triste scène des lettres de sa jeune épouse brûlées par le prince. Nous ne la mentionnons pas ici pour le plaisir de l'anecdote, mais nous verrons qu'elle n'est pas oubliée de Saikaku dans une scène finale. Mais comme on le sait, la mort du prince n'est pas décrite par Murasaki Shikibu, par la romancière, qui n'a pu se résoudre à supprimer son héros. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, beaucoup de commentateurs. La romancière était amoureuse de son personnage et n'a pas pu supporter de décrire sa mort. En tout cas, c'est le thème du chapitre manquant, le Kumogakure, caché dans les nuées, qui décrit une mort donc, que personne ne peut lire. Mais l'âge de sa mort n'est pas mentionné. À partir d'une brève remarque dans un chapitre ultérieur, on a pu estimer que 2 ou 3 ans se sont écoulés encore avant sa disparition, ce qui peut faire l'âge de 54 ans, 52 et 54. Nous verrons plus tard comment Saikaku choisit de faire lui aussi quitter le monde à son héros, de façon certainement plus joyeuse et sans nul doute en écho parodique de cette fin désespérante.
mais tout en lui donnant explicitement l'âge de 60 ans, je parle de Saikaku, n'est-ce pas, et dans ce roman, le premier libertin, il annonce au début du livre qu'il aura passé 54 ans sur la voie du plaisir, une année par chapitre donc, ce qui fait d'une pierre deux coups. Il lui accorde à la fois une vie active, si l'on peut dire, de 54 ans, correspondant au nombre des chapitres du Genji, mais aussi au nombre approximatif d'années qu'aura vécu le prince d'une part, et aussi, grâce aux 60 ans, il donne le chiffre mystique, en quelque sorte, des livres complets du Genji. Bon, c'est... Ne tentons pas d'aller trop loin dans le décryptage des correspondances numériques, c'est toujours source de désillusion, mais celles-là sont encore du domaine du probable, si l'on tient compte des propensions de tout auteur japonais à établir de telles correspondances. Il n'y a pas que Saikaku. Et nous n'oublierons pas non plus les lecteurs, du moins en la personne des nombreux commentateurs qui ont déjà remarqué tout cela. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Nous voyons en tout cas dès le début du roman que le héros Yonosuke, qu'on pourrait traduire avec quelques libertés par le gars du monde, n'est-ce pas, qui est le fils de Yumesuke, le gars des rêves, et qui s'était déjà lui-même consacré aux deux voies du plaisir, Shikido, n'est-ce pas, Shikido Futatsu, est une sorte de Genji décalé, passé du monde raffiné de la cour impériale au monde bourgeois, dont les palais sont les quartiers des plaisirs, Hirosato, n'est-ce pas, où l'on se livre à une parodie de relations amoureuses, une comédie érotique qui en surface singe certainement les rapports raffinés des temps antiques, mais où le maître du jeu est l'argent. Dans le Genji Monogatari, l'argent n'existe quasiment pas. Alors ce sont encore une fois, ce sont ceux qui vivent au-dessus des nuages, n'est-ce pas, des grandes fortunes, où même ceux de petites conditions n'ont pas de problème de fin de mois. Il n'est pas sans intérêt de relever que c'est à ce dernier thème de l'argent que Saikaku a consacré ses œuvres ultimes, comme pour révéler les mécanismes qui se cachaient sous ces Koshokumono, n'est-ce pas, ces romans concernant le plaisir. Mais voyons plutôt la scène qui se déroule au tout début du roman Koshoku Ichidai Otoko. Je vous en donne ici une copie que j'ai faite moi-même, et après, je vous expliquerai à mesure du... Voilà. Nous n'aurons pas le temps de lire, bien sûr, le japonais. Je vous invite à regarder, pour ceux qui comprennent le japonais, à regarder ligne par ligne. Ma traduction suit en tout cas le japonais. Donc, à l'aube de ces 7 ans, bon, vous voyez comment j'aime, Mutsu no Toshi Hete Akireba, n'est-ce pas, Nanasai. À l'aube de ses 7 ans, s'éveillant par une nuit d'été, il repoussa l'oreiller. Donc il est dans sa chambre, le petit garçon de 7 ans, l'été donc il fait chaud, on peut sortir facilement, vous verrez pourquoi. Il repoussa l'oreiller. Au déclic du loquet et au bruit de ses bâillements, les chambres japonaises, on ne peut pas dire qu'elles soient fermées à clé, n'est-ce pas ? Il y a simplement un petit crochet qui sert à relier entre les fusuma qui divisent les chambres. Donc le petit garçon s'éveille, il soulève le loquet, ça fait un petit bruit et en plus il bâille. Donc au déclic du loquet et au bruit de ses bâillements, la servante qui veillait dans la chambre voisine alluma docilement le bougeoir. Elle a compris qu'il voulait aller aux toilettes, n'est-ce pas ? Alluma docilement le bougeoir et ils parcoururent bruyamment. Vous voyez tout le cortège que ça fait. Et en passant, je vous le signale, il faut que vous ayez toujours cela présent à l'esprit quand on parle de romans japonais, même en général des romans prémodernes. Le héros n'est jamais tout seul. Il a toujours autour de lui une ribambelle de domestiques, de suivants, d'acolytes, d'amis. Dans le Genji Monogatari, c'est pareil. Lorsque le Genji va voir en catimini l'une de ses belles quelque part, il n'est pas tout seul dans la nuit comme un ninja, n'est-ce pas ? Il est avec 3 ou 4 domestiques, sinon plus. Donc, le cortège, ils parcoururent bruyamment, vous voyez les kimonos qui traînent, il y a une dame qui porte le sabre, et donc
il ne passe pas inaperçu. Il parcourt donc la longue galerie en direction du nord-est, inauspicieux. Les toilettes se trouvent en général dans la direction démoniaque, n'est-ce pas, qui est le nord-est, et qui doit être une direction qui doit être protégée par toutes sortes de mamori, n'est-ce pas, de talismans et de rituels spéciaux. Donc, sous le feuillage abondant des bambous célestes, les nanten ou nanden que vous avez en bas de la galerie. Il se soulagea sur les aiguilles de pin qui tapissaient le sol. Près des toilettes, vous avez pour les petits besoins, simplement, comme on a maintenant dans certains quartiers de Paris, vous savez, les toilettes écologiques avec du son, là, ou de la sciure de bois plutôt, ici, ce sont des aiguilles de pin. Et comme soucieuse des clous qui dépassaient, vous voyez, les planches sont clouées ensemble, et comme soucieuse des clous qui dépassaient du plancher de bambou mal égalisé de la terrasse extérieure, Nure-en, n'est-ce pas, on va revenir là-dessus, on ne voit pas, les toilettes c'est la petite pièce du bas là, que vous voyez, et il y a un petit engawa, n'est-ce pas, une terrasse, je vous en ai parlé déjà la dernière fois, puisque c'est l'un des sens du mot en que nous avons vu, le sens concret désigne simplement la petite terrasse de planche. J'aurais pu vous donner une illustration, enfin, ceux qui connaissent les maisons japonaises voient tout à fait de quoi il s'agit. Donc, et comme soucieuse des clous qui dépassaient du plancher de bambou mal égalisé de la terrasse extérieure, la servante, comme elle lui apportait la lumière jusqu'au lave-main des cabinets, vous avez une sorte de bassinet, souvent parfois creusé dans un bloc de mortier, n'est-ce pas? Il lui enjoignit d'éteindre la flamme et de s'approcher. Vous voyez, il lutine déjà à cet âge-là. Et je fais cela par souci de voir où vous posez les pieds. Comment feriez-vous dans l'obscurité, protesta-t-elle. Mais lui, redressant la tête, lui déclara, ne sais-tu pas... Pardon, je vous donne... Alors, voilà, je vous donne malheureusement... Ah non, bon, vous n'aurez pas le texte ici, je crois. Oui, donc, il lui déclara, ne sais-tu pas que l'amour est ténèbre, koiwa, c'est le... C'est un thème tout à fait connu, n'est-ce pas? Koiwa yaminari, koiwa yaminari. Ne sais-tu pas que l'amour est ténèbre? Bon, c'est une parodie de poème. Comme la servante chargée du sabre porte-bonheur. Vous voyez, les garçons en particulier, dès leur naissance, ont un sabre mimamori, n'est-ce pas, ou mamori wakizashi, qui n'est bien sûr pas pour les entraîner à l'escrime, mais simplement pour les protéger de toutes sortes de choses. Et comme il va aux toilettes, il a spécialement besoin de ce sabre. Alors, comme la servante chargée du sabre porte-bonheur s'exécutait en soufflant la flamme, donc pour lui faire plaisir, il l'attira par la manche gauche en disant « Ma nourrice ne serait pas par là », ce qui était fort plaisant. Ito okashi. N'est-ce pas? Donc, il commence à lutiner les servantes à 7 ans, et ça rappelle un peu... Il y a des côtés qui rappellent souvent Rabelais chez Saikaku. Vous en voyez ici un épisode. Cet épisode a pour titre, donc, comme vous le voyez ici, Extinction des feux, début de l'amour, en quelque sorte. Kishita tokoro ga koi no hajimari. Et ce veut donc description des premiers pas du très jeune Yonosuke dans la carrière amoureuse. Elle est drôle, cette scène en soi, mais elle devrait surtout ravir le lecteur japonais par le décalage drôlatique qu'elle présente avec le premier chapitre du roman de Genji, le roman du Genji Kiritsubo.
Cette procession nocturne n'est pas en effet sans évoquer la scène de ce chapitre où la malheureuse concubine impériale, future mère du prince radieux, se rend la nuit auprès de son maître tout en étant en butte aux mesquineries de ses rivales qui parsèment d'obstacles son chemin. Parmi ces obstacles figurent d'ailleurs des pots de chambre. Le jeu de mots littéraire du tout jeune garçon, qui n'est pas encore au fait des choses de l'amour, rapporté à sa mère, n'aura pas manqué de la réjouir, suppute Saikaku. On yorokobi no hajime narubeshi. Ça sera sans doute la première joie que l'enfant aura apportée à sa mère. Bon, vous voyez. Certes, dans le genre, la scène est amusante, mais il en est un détail qui, semble-t-il, n'est pas relevé dans les commentaires, et dont on ne peut pas croire que le poète de Haikai, qui était Saikaku, donc ces poèmes très brefs où chaque mot compte, n'est-ce pas, qui était rompu à conférer au moindre mot la plus grande profondeur de sens, eh bien, on ne peut pas croire qu'il l'ait inséré par inadvertance dans son texte. Il s'agit du terme que nous traduisons ici par terrasse extérieure. Nure-en. Littéralement, le terme signifie terrasse, rebord, déambulatoire. Je n'insiste pas là-dessus. Regardez n'importe quelle illustration de maison japonaise traditionnelle, vous verrez ce que c'est. Donc, mouillé par la pluie, ça veut dire mouillé, donc c'est la terrasse mouillée, c'est-à-dire mouillé par la pluie, car c'est la partie de la terrasse qui n'est pas protégée par les portes coulissantes ni par le vent, elle est exposée aux intempéries. Mais inséré qu'il est dans cette scénette où le garçonnet s'ouvre au jeu de l'amour, tout lecteur, un tant soit peu attentif, décèle une autre intention de l'auteur dans l'emploi de ce terme. Je vous donne ici une petite liste. En effet, si nure-en, n'est-ce pas, littéralement donc terrasse mouillée, à mouillure, si vous voulez, du terme nuru peut effectivement signifier mouillé, humide, trempé, comme ici, au sens le plus physique qui soit, c'est-à-dire trempé par la pluie. La même composante se retrouve dans toute une série de locutions appartenant à un même champ sémantique qui est celui des relations amoureuses. Que ce soit dans Affaires amoureuses, nuregoto, scène d'amour au théâtre, on peut dire nureba ou nuremaku, nuremono, le coureur de jupons, si vous en voulez. Enfin, il y a des jupons d'ailleurs au Japon à l'époque d'Edo, puisque juban, n'est-ce pas, qui vient importé du portugais, qui désigne la partie la plus intérieure du kimono. Nurebumi, la lettre d'amour, tous ces termes ont en commun ce nure initial. D'ailleurs, vous voyez qu'il est pratiquement synonyme de hiro, que nous avons vu en long et en large, à peu près dans toutes sortes de... Il se superpose avec hiro, hirogoto, synonyme de nuregoto, hiromono, synonyme de nuremono, hirobumi, synonyme de nurebumi. Alors, tous ces termes ont en commun ce nure initial. On peut expliquer ce glissement de sens de plusieurs façons qui vont du bienséant au malséant. On pensera d'abord aux larmes qui accompagnent bon nombre d'histoires d'amour finissant ou qui tachent les lettres éplorées et aller ensuite graduellement de la transpiration jusqu'aux indices relevés dans les séries de police scientifique américaines. Il suffira de jeter un coup d'œil aux échanges que l'on trouve en japonais sur la toile à ce sujet pour constater que les opinions sont très également réparties, avec malgré tout une nette tendance aux extrêmes. Donc cette constatation nous incite déjà à attirer plus d'attention au terme de nure-en. Et si l'on veut bien se rappeler ce qui a été dit à la leçon précédente sur le sens de en d'une part, ainsi que sur l'importance qu'il a dans la narration japonaise de l'autre, on ne jugera pas que ce soit un saut d'imagination incongru qui fait entrevoir au lecteur que nure-en est ici à prendre en deux sens, celui de terrasse extérieure, certes le sens concret, mais aussi celui bien plus détourné, mais parfaitement intégré dans la narration, de lien amoureux, enchaînement causal des histoires d'amour qui vont suivre. Ce jeu de mots, à peine mis en évidence par l'écrivain, ne nous surprendra pas de la part de Saikaku. C'est aussi une invitation à nous tenir sur nos gardes tout au long de ses récits. Et il s'agit tout aussi bien d'une illustration idéale de l'introduction langagière que nous avons faite dans les deux leçons précédentes. Nous pouvons considérer nure, comme je viens de le dire, comme synonyme de hiro, comme on le voit ici. Donc le jeu de mots de Saikaku coule donc, pour ainsi dire, de source,
Nure-en, c'est Ido-en, n'est-ce pas? C'est-à-dire les relations, les relations amoureuses. Ajoutons une dernière remarque. Alors que le mot chinois se, n'est-ce pas, qui correspond à Ido, nous l'avons vu, a à peu près toutes les nuances du japonais Ido, ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'il en est à l'origine sémantique et non étymologique. L'acception particulière de Nure que nous voyons ici, avec ce caractère chinois je, n'est-ce pas, ne doit rien au champ sémantique du sinogramme je, qui ne comporte aucune connotation érotique en chinois, pour autant que nous puissions en juger, mais nous avons pas mal cherché. Nous aurions donc ici encore affaire à une création japonaise, comme dans le cas de Shikido, la voie des plaisirs. Il faut donc saluer une fois de plus la créativité japonaise en ce domaine. Le ton est donc pour ainsi dire donné dès le début. Nous avons une sorte de dégradation du Genji Monogatari faite sur le mode plaisant, qui annonce déjà le Inaka Genji, le Genji des campagnes, le Genji rustique de Ryutei Taneshiko, qui viendra bien plus tard dans la première moitié du XIXe siècle. Mais rappelons-le une fois encore, ce côté parodique ne laisse d'aucune façon le Genji en tant que tel. Ceux qui sont ridiculisés sont les malheureux personnages qui se pensent animés de grands sentiments d'antan alors qu'ils ne sont que de pitoyables imitations. Indéniable est, quoi qu'il en soit, la présence fondatrice du lien qui va relier tout cela avec le reste du roman, avec la suite du roman, certes, mais aussi avec son modèle transcendantal, le Genji Monogatari. Voyons-en une autre manifestation, qui se déploiera aussi sur 2, voire 3 plans. Nous sommes à présent au livre 2, au chapitre 2 du premier libertin, n'est-ce pas, du Ichidai Otoko. Et le jeune héros est cette fois âgé de 15 ans, donc de 7 ans, nous passons à 15 ans. L'épisode s'intitule, nous le voyons ici, Kamekirite mo Sterare no yo. Je le traduis un peu rapidement par « prendre la tonsure ne fait pas renoncer au monde ». Il ne s'agit peut-être pas d'une tonsure complètement bouddhique, mais simplement les veuves se coupent les cheveux, n'est-ce pas, pour montrer leur deuil. Elle n'est pas complètement tondue, mais pour donner la symbolique religieuse quand même, je traduis par « prendre la tonsure ne fait pas renoncer au monde ». Et je donne ici les premières choses que j'ai pu, les premiers mots que j'ai pu recopier. Après, alors, je vous donne, voici, je pense que ceux qui ont la possibilité d'agrandir pourront le faire. Vous allez voir que les 3 pages qui vont suivre sont un peu dures à lire, mais malheureusement, on ne trouve pas en ligne de texte du Ichidai Otoko. D'ailleurs, on ne trouve pratiquement pas on ne trouve pas la plupart des œuvres de Saikaku. Et là encore, la différence entre les sites littéraires chinois et les sites littéraires japonais est époustouflante. En chinois, vous trouvez à peu près tous les classiques possibles et imaginables. En japonais, vous n'avez que très peu de choses. Donc, alors, cet épisode qui s'intitule « Prendre la tonsure ne fait pas renoncer au monde ». Comme souvent chez Saikaku, pour qui, nous l'avons dit, les préoccupations économiques ne sont jamais loin des affaires de cœur, il commence par des généralités qui prennent vite tournure d'études sociales. Un anonyme, Harushito, n'est-ce pas, je reviens, voilà, Harushito no Katarinu, qui fait sans doute partie de la bande de joyeux lurons qui entoure en permanence le héros, toujours ce côté carnavalesque un peu des romans de Saikaku, n'est-ce pas ? C'est toujours une bande, comme on dirait maintenant, qui entoure en permanence les héros, à moins qu'il ne s'agisse d'une sentence livresque, déclare sans embâge « En ce monde où il n'est pas question d'arrêter de se distraire », alors pour traduire le Shitagao Mono, je me permets d'être un peu trivial, le plus facile à se faire, c'est encore les veuves. Cette déclaration sapientielle n'est sans doute pas unique dans la littérature du monde. Il suffira de se souvenir de la matrone d'Éphèse dans le Satyricon, n'est-ce pas, de Pétrone, qui est bien antérieur à cela.
donc qui voulait aussi mourir auprès de son mari, et on connaît la suite. Mais quant aux modèles immédiats, certes beaucoup plus inquiétants que la matrone d'Éphèse, enfin encore que ce soit une histoire assez vampiresque par certains côtés, nous avons évidemment la Rokujo no Miyasu Dokoro, n'est-ce pas, la dame de la 6e avenue, dans le Genji Monogatari, dont la jalousie provoquera de terribles tragédies, et qui était veuve elle aussi. Mais il y a aussi, évidemment, la veuve par excellence, et vous allez voir tout de suite à quoi c'est Murasaki Shikibu elle-même, la romancière, l'autoresse du Genji Monogatari, qui était veuve. Mais il faut pourtant observer que le personnage de la veuve, Goke en japonais, n'est-ce pas, ou, comme vous l'avez ici, n'est-ce pas, à la fin de la première ligne, Goke, ou bien Mibojin en japonais plus moderne, est encore de nos jours un archétype privilégié de la littérature, des bandes dessinées et des films que nous appellerons pudiquement de genre au Japon, avec une fréquence qui semble singulière, propre au Japon, bien que nous manquions de données comparatives. Il faudrait demander des crédits de recherche. Le même personnage, sans doute, probablement ce n'est pas indiqué, vous savez, chez Saikaku, et vous verrez que c'est à la fois le charme et l'un des problèmes qui ne commence pas avec Saikaku, c'était déjà une difficulté du Genji Monogatari. On ne sait jamais très bien qui parle, n'est-ce pas? Donc le même personnage ajoute ensuite quelques détails sur la manière de faire succomber ses cibles, de façon si plaisante que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Si bien qu'à 15 ans, donc, au 6e jour du 3e mois, alors qu'on lui a rituellement coupé les cheveux à angle droit, Sumi Maegami, on me dit parfois, c'est parfois lui, Kado aussi, bon, je n'insiste pas, Kaku Maegami, donc pour le passage à l'âge adulte, bon, je ne reviens pas sur ces coutumes japonaises qui sont relativement bien connues. Et donc il est à présent dans tout l'éclat et la séduction de l'adolescence. Mais arrêtons-nous un instant. Le terme, si vous pouvez le lire ici, pardon. Voilà, il faut. Voilà. Bon, j'espère que. Je vous donnerai simplement. Les mots importants et vous verrez après. Alors, le texte japonais dit ici Nure no kiku ori ni furete. Nure no kiku nori ni furete. Pardon. Nori no kiku ori ni furete. Vous voyez encore, Nure, encore une fois, ce n'est pas par hasard, bien sûr. Arrivant au moment où le désir amoureux se fait vigoureux. C'est un peu comme dans le roman de la Rose, n'est-ce pas? Au 20e an de mon âge, au temps où l'amour prend le péage des jeunes gens. Sauf que dans le roman de la Rose, c'est 20 ans, ici, c'est 15 ans. Et comme c'est 15 ans à la japonaise, c'est plutôt 14 ans, n'est-ce pas? Donc, il est à présent dans son Nure no Kiku Ori. Ce qui démontre que la lecture que nous avons faite de Nure-en n'est pas la lubie d'une imagination dépravée. Il reprend exactement le même terme au livre suivant pour bien décrire et d'ailleurs, vous pourriez très bien dire ici Hiro no Kiku Ori. Donc, le cœur vaillant, comme aurait dit Maurice Chevalier, à l'occasion de la fête des Lucioles donnée le 17 du 4e mois, il se rend au temple de Ishiyama, le Ishiyama-dera. Il est peu de lecteurs japonais et même peu d'auditeurs de secours qui, au bruit de ce nom, ne s'aillent réveillant. Il s'agit bien sûr du monastère Tendai, situé non loin du lac Biwa, près de Kyoto, pas très loin de la ville de Otsu, dont le nom est irrémédiablement lié désormais à l'écriture du roman du Genji, puisque c'est là que Murasaki Shikibu l'aurait au moins commencé, voire rédigé en son entier, ce qui est moins probable. C'est un lieu de mémoire littéraire par excellence au Japon. Et relevons en passant que c'est un de ces lieux rares qui ne sont pas liés à un poème ou à un poète, mais à une œuvre en prose. Nous savons par ailleurs qu'à l'époque d'Edo déjà, et qui sait plus tôt encore, puisque dans le Genji Kuyo, n'est-ce pas, le no qui s'intitule l'offrande funéraire au Genji, qui est datable des environs de 1500, ce temple était déjà la destination d'un pèlerinage littéraire
et l'on y montrait, comme maintenant, la cellule ou la romancière. Alors, je parle de l'époque d'Edo, hein, c'était pas l'époque de Muromachi, mais à l'époque d'Edo, c'était vraiment la destination d'un pèlerinage littéraire, et l'on y montrait, comme maintenant, la cellule où la romancière écrivait. Revenons à notre histoire. Le fond de l'air est frais, et il croise une femme de distinction, Tadabito Tomo Miezu. On est un peu dans. Il romance un peu, on est dans l'atmosphère du Genji. Tadabito, ça n'a pas l'air d'une femme, ça n'a pas l'air d'une personne ordinaire. Vêtue d'un kimono de soie bleu clair, Mizuhiro no Kinukatabina, avec un blason en losange de même couleur brodé sur le vêtement. Sa ceinture de largeur moyenne était dans un tissu d'importation, Achiori. Vous voyez, déjà à l'époque, les tissus d'importation de Chine probablement, voire de plus loin encore, puisqu'il y avait des liens entre Macao et le Japon, avec déjà des produits occidentaux qui arrivaient. C'est dans le Nidai Otoko qu'on a la mention d'un miroir à l'occidental, donc un miroir avec un teint derrière qui permettait qui est le miroir que nous connaissons, alors qu'il n'y en avait pas au Japon auparavant. Elle est coiffée d'un couvre-chef à la dernière mode. Quant à ses suivantes, Suezue no Onna Mademo, encore une fois, les femmes non plus ne sont pas toutes seules, elles ont une ribambelle de domestiques avec elles. Des femmes de quelque distinction, bien sûr. Donc quant à ses suivantes même, elles n'avaient nullement l'air de filles de salle. Mizukumi Ishiusu Shikitaru Sumahazure Niwa Arazu. C'est pas littéralement des filles, enfin c'est un mot un peu péjoratif, Tsumahazure, n'est-ce pas, donc des servantes qui vont puiser de l'eau ou bien qui travaillent au mortier, n'est-ce pas, pour piler les mochi, etc. Donc, tout était donc propice à une rencontre de qualité. Il y a un autre détail qui nous arrête. Elle montait avec majesté, Kizashi Yutakani, les degrés vers la salle principale du temple, tout en racontant aux servantes les grandes lignes du roman qui avait été rédigé en ces lieux. Kokoni Tsukurishi Monogatari o Aramashi Kikasete. Elle fait un petit cours de littérature à ses suivantes. Ce n'est pas seulement à l'égard des suivantes, c'était aussi pour montrer qu'elle avait des lettres, n'est-ce pas? Donc voilà, elle est en train de parler du Genji Monogatari à l'Ishi Yamadera. Vous voyez, comme disait Offenbach, vous voyez d'ici le tableau. Arrivée à la grille de bois qui protégeait l'entrée de la salle, elle tira l'horoscope de l'urne divinatoire qui était installée à l'intention des visiteurs. C'est comme maintenant au Japon. On ne sait pour répondre à quelle question qui l'aurait préoccupé. Nani omoumo shirazu. Évidemment, là, on a déjà une petite idée de ce qu'elle se demandait. Bien que l'on puisse, en effet, voilà, bon, Saikaku n'en dit pas plus. Mais hélas, elle tire par 3 fois le chiffre 3, ce qui est préoccupant. Urame ni zonjimasu. Pourquoi? Parce que 3 fois 3, là encore, je suis à la limite de mes capacités arithmétiques, mais ça fait 9. 9 et 9 en japonais se dit de plusieurs façons, mais entre autres que, n'est-ce pas? Et que, c'est le synonyme du que bouddhique, c'est-à-dire la douleur, la souffrance, la misère dans le monde, n'est-ce pas? Donc voilà, elle qui tire l'horoscope pour savoir ce qui adviendra de ses rencontres futures, elle tire quelque chose qui va un chiffre qui annonce que ça ne va pas bien se passer, ce qui est d'ailleurs discrètement un présage discret de la suite. Lui, il observe discrètement, de profil, Wakigao, Yori Mireba. Elle regrette qu'elle ait les cheveux coupés, Oshimubeki, Kurokami o Kirite Arikeru. Et il lui vient cette idée singulière. Ça alors, ne serait-ce pas l'apparition de la belle veuve en cet âge? Satekoso, Uruwashiki Goke, Karini Konoyo ni Arawaruruka. Phrase d'apparence anodine, si on ne la replace pas dans son lieu, qui est l'Ishi Yamadera, lié à la mémoire de Murasaki Shikibu, qu'un précoce veuvage avait mené à l'état de dame de compagnie de l'impératrice. Chez Saikaku non plus,
La langue japonaise n'échappe pas à sa destinée séculaire, telle qu'elle s'est élaborée à la fin du premier millénaire, qui est de transcrire dans ce monde les vérités bouddhiques véhiculées par la langue chinoise. La locution Kaleni Arawaru, donc Kaleni Arawaru, je crois que je vous l'ai donné ici, oui, c'est la dernière ligne, n'est-ce pas? Kaleni Arawaru, eh bien, ne se comprend pleinement, qui signifie littéralement apparaît provisoirement, ne se comprend pleinement que si nous la restituons à son aspect originel chinois, qui est gongen, n'est-ce pas? Donc le gongen, n'insistons pas ici sur ce terme dont nous avons vu dans les années précédentes, combien il est important dans les conceptions qui font des divinités japonaises, des avatars, des entités bouddhiques. Gongen correspond plus ou moins au sanskrit avatara, qui est notre avatar dans les langues occidentales. C'est d'autant moins nécessaire qu'il ne s'agit que d'une plaisanterie du protagoniste. Mais si celui-ci ne croit pas à sa comparaison, il n'en est peut-être pas de même de l'auteur qui la lui prête, n'est-ce pas? Et lorsque Saikaku dit que cette jeune veuve est la réincarnation, la réapparition de Murasaki Shikibu, ça vient renforcer l'ambiance genjienne, si vous voulez, de l'épisode. Le protagoniste est censé se trouver dans une situation analogue à celle des héros romantiques d'antan, du moins pour la brève durée de cette rencontre. D'ailleurs, c'est très amusant, je me souviens d'avoir lu il y a très très longtemps un livre sur le Japon d'un essayiste qui ne connaissait pas grand-chose de la langue japonaise, mais qui se rendait souvent au Japon et qui, semble-t-il, était marié à une japonaise. Et il s'était retrouvé précisément dans cette situation lors d'une fête dans un temple bouddhique. Et il y avait donc une devineresse, en quelque sorte, qui s'est proposé de midu, comme on dit en japonais, c'est-à-dire d'inspecter du point de vue de l'art sa femme japonaise. Et alors, quelle surprise, surprise que l'auteur relate avec délice, la voyante lui dit que sa femme n'est autre que la réincarnation de Murasaki Shikibu, la romancière. Alors, il s'est empressé de le mettre dans son livre écrit en français. Ça tombait très bien, mais vous voyez que c'est un fantasme, un vieux fantasme. Donc, il décide, le jeune homme qui a 14-14 ans, qui a bien sûr lu le Genji Monogatari, décide que c'est la réincarnation de Murasaki Shikibu. Et comme par un fait exprès, avec un regard entendu, Omowaruru Metsukishite, elle le frôle de sa manche en passant. Sode suri awasete tori haberu. Nous sommes prévenus, quant à nous, depuis la leçon sur les liens causaux, lorsque nous avons vu le proverbe selon lequel deux manches qui se frôlent sont le lien d'une autre existence. Vous vous souvenez, Sode no suri aumo tasho no en. C'est exactement, il reprend ici le début de ce proverbe, Sode suri awasete. Que ce soit pour les personnages mêmes ou pour l'auteur, et finalement pour tous les lecteurs des âges suivants, ce proverbe est une prédiction. Les manches vont en effet tout d'abord nouer une relation entre deux personnes, puis confirmer que l'ombre du Genji plane bien sur le roman, et seront enfin ces manches à l'origine de la renaissance, Tasho, n'est-ce pas, dans une autre existence, de l'Ichidai Otoko, dans la personne du Nidai Otoko, le deuxième libertin, avec l'enfant qui naîtra de cette rencontre. Mais le frôlement des manches n'a rien de fortuit, et d'ailleurs le japonais le dit bien, n'est-ce pas? Sode suri awasete, elle fait se frôler la manche. Il y a le causatif, ce n'est pas un hasard, elle fait exprès de le frôler avec la manche. Parce que ça n'a rien de fortuit, et la belle va interpeller le passant en lui reprochant d'avoir, de la garde de son sabre, déchiré la soie de son vêtement, en des termes qui sont d'ailleurs assez énergiques pour qui penserait que les japonaises de l'époque étaient des ectoplasmes privés du droit à la parole. Vous regarderez tout ça, c'est assez... Enfin bref, elle est assez autoritaire. Elle lui intime l'ordre de réparer aussitôt la déchirure avec le même tissu.
Mais l'homme lui fait valoir qu'il faut envoyer quelqu'un à la ville pour se faire, sans doute à Kyoto même. Donc c'est très loin à l'époque, ça fait quasiment une demi-journée, voire un peu plus de marche. Et il lui propose d'attendre dans une maison de location d'une localité proche. Et sitôt seule, la belle veuve lui avoue qu'elle avait déchiré elle-même son vêtement comme stratagème pour se rapprocher de lui. Le japonais dit Tayorubeki Tayorini, avec un jeu de mots évidemment. Tayori, c'est la lecture japonaise de Hoben, nous l'avons vu plusieurs fois, donc c'est un terme bouddhique qui veut dire l'expédient salvifique, c'est l'expédient que utilisent les Bouddhas et les Bodhisattvas pour sauver les êtres, en apparaissant sous telle ou telle forme par exemple, mais là c'est un terme tout à fait commun du japonais. Vous connaissez le proverbe Usomo Hoben, n'est-ce pas? Même un mensonge peut avoir du bon dans la mesure où il fait du bien aux gens, n'est-ce pas? Donc elle a utilisé ça comme expédient, c'est une ruse. Et il s'ensuit une rencontre passionnée qui se renouvelle, car le Juvanso, comme on dirait maintenant, laisse à la veuve ses coordonnées, en japonais Wagayado Katari, il lui indiqua l'endroit où il habitait, Wagayado Katari, et l'affaire dure suffisamment longtemps pour que naisse un enfant qu'il ne sera pas question d'élever. Et c'est le jeune père lui-même qui va l'abandonner, Senkatanaku, n'est-ce pas? Il n'avait rien d'autre, il ne pouvait rien faire d'autre, à la porte du temple Rokkakudo que l'on voit encore à Kyoto. En se remémorant un poème, je crois, un poème déchirant de Ono no Komachi, la belle poétesse de l'époque de Heian, Ono no Komachi, qui a une vie très misérable aussi, ce poème que je vous donne ici. Quelle pitié! Au milieu de la nuit, l'enfant abandonné cesse ses pleurs. C'est qu'il rêve que sa mère vient dormir près de lui. Que notre auteur arrange quelque peu, même en cette scène déchirante, en faisant une explication parodique. Il reprend quelques mots du poème Yowa ni stego no koesuru wa haha wa soine no yume no ukiyo. Si l'enfant donne de la voix en pleine nuit, c'est que sa mère, en ce monde flottant, rêvait de ne pas dormir seule. Saikaku ne peut décidément s'empêcher de donner libre cours à sa verve satirique au moments les plus touchants. L'affaire pourrait en rester là. Le sort du petit abandonné ne semblait pas l'intéresser outre mesure, l'auteur. Pouvons-nous en être certains d'ailleurs? Nous avons vu qu'il y avait un tel entrelac de liens de toutes sortes qu'il serait bien impossible de décider que l'auteur n'avait pas une certaine idée derrière la tête en brodant cet épisode sous le signe du Genji. Cet entre-là, nous l'avons dit, relie les personnages, le roman de Saikaku au roman du Genji, mais aussi, 2 ans plus tard, le Tasho Noen, n'est-ce pas, un lien pour une autre existence, Yonosuke, le premier libertin, à son fils Yoden, qui est le protagoniste du second libertin, du fils du libertin. Le nom même de ce fils naturel n'est pas dépourvu de signification, comme on peut légitimement s'y attendre. Il reprend la première partie du nom de son père, Yonosuke. Vous vous souvenez, j'avais le gaillard du monde, si vous voulez, le gars du monde, le gaillard du monde, qui signalait déjà le monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, ce monde livré au désir, donc qui signalait déjà la ferme implantation du personnage dans le monde flottant, le ukiyo que nous voyons ici. Et le monde flottant et sinistre, ce sont les 2 sens de ukiyo, des plaisirs de la forme sensuelle. La seconde partie, Yoden, den, dont la lecture explicative japonaise est tstae, signifie la transmission, et singulièrement la transmission d'une voix. Nous verrons bientôt comment cette appellation est expliquée dès le début du récit. Mais nous pouvons d'ores et déjà tenter de traduire ce nom par l'initié mondain ou quelque chose d'approchant. Ici encore, cette idée de transmission ne peut que se rattacher au concept de lien karmique, certes, mais aussi de lien au sens d'affinité, affinité contractée avec une entité qui nous dépasse. Le fils du libertin a une affinité karmique avec la voie du plaisir sensuel, le shikido. Cette filiation ou affinité est affirmée de façon quelque peu cryptique au tout début de la suite de l'Ichidai Otoko. Le Nidai Otoko, ou grand miroir des voluptés, donc qui nous intéresse ici,
à l'aide d'une... Alors, nous passons... Alors, excusez-moi. Ici, voici l'illustration de la scène de l'abandon de l'enfant nouveau-né, n'est-ce pas? Vous voyez sa mère à la poitrine dénudée, qu'il a donc allaité, et le jeune homme de 15 ans qui porte le bébé dans une corbeille avec, vous voyez qu'il y a un petit écriteau, une lettre qui est fichée sur la corbeille, qui est sans doute à peu près l'équivalent de, pour ceux qui ont lu l'ours Paddington, n'est-ce pas, qui est abandonné à la gare de Paddington à Londres, Take care of this bear, prenez soin de cet ours, c'est quelque chose comme ça, n'est-ce pas, occupez-vous de cet enfant. Mais cet abandon aurait est synonyme de mort, n'est-ce pas, parce qu'il y a très peu de chances qu'il soit sauvé. Et vous voyez que c'est une scène dans une maison tout à fait bourgeoise, avec le jeune homme qui emmène le bébé la nuit vers le Rokkakudo, est accompagné d'un suivant, vous voyez, qui a la lampe, la bougie à la main. Et vous voyez qu'il y a 3 personnes qui sont en train de surveiller les choses derrière le shoji, ce sont les domestiques, les suivants. On n'est jamais seul au Japon à l'époque, et peut-être encore maintenant. Enfin, remarquez, dans la nouvelle société que nous vivons, la solitude sera de moins en moins répandue. Alors c'est une illustration en tout cas très fidèle. Et vous voyez l'espèce d'énorme bestiole qui est sur la... Ce n'est pas un gigot ou un plat, c'est un chat tout simplement, okay, qui est sur le kotatsu, n'est-ce pas, la table chauffante. Nous sommes à l'automne. Alors, donc voici maintenant le début. Nous étions dans le Ichidai Otoko, le premier libertin. Maintenant, nous passons au second, n'est-ce pas, le fils du libertin, le grand miroir des voluptés, qui va nous occuper la plupart du temps. Et ça débute à l'aide d'une citation qui ne peut qu'attirer l'attention de lecteur, ce qui est d'ailleurs son but. Ware keshite shi, mata keshite shoji. Difficile à traduire. Alors évidemment, c'est beaucoup moins technique en japonais qu'en français, mais je suis obligé de traduire comme ça. Le moi se transformant meurt, se transformant encore, il renaît. Il s'agit à peine d'une citation, tant elle est d'une part écourtée et abrégée de son contexte originel, et tant le peu qui en est pris est modifié par l'auteur dans un sens qui en dit long. Le passage se trouve dans la partie externe. Je vais vous donner ici le texte chinois et la référence. Le passage se trouve dans la partie externe, les chapitres externes, n'est-ce pas, Gaihen du Chuangzi, Soshi en japonais. Soshi, qu'on prononçait souvent Soji autrefois, et maintenant la mode sinologique japonaise tend à prononcer Soshi. Je préfère Soji pour ma part, mais suivons la mode. Donc, l'un des très grands livres de la littérature chinoise, est-il besoin de le répéter, mais qui n'est pas aisément datable. Le plus souvent, on parle du IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui est devenu l'une des lectures obligées de tous les lettrés en Chine, et au Japon aussi, quoique dans une moindre mesure. En particulier chez des auteurs comme Yoshida Kenko au XIVe siècle, dont on sait que Saikaku a reçu l'influence, et même chez Basho, le contemporain de Saikaku. Et je me permets de renvoyer pour l'influence de Chuangzi sur Yoshida Kenko un petit article très intéressant d'Arthur de France sur ce sujet que vous pouvez trouver en tapant les deux mots. Donnons, afin de mieux nous rendre compte des modifications de notre auteur, tout le paragraphe du Chuangzi. Il se trouve donc dans la deuxième des 3 parties de l'œuvre, au dernier chapitre intitulé « Le voyage de savoir vers le nord », savoir pris comme nom propre. Donnons-en ici une traduction succincte qui rapporte le dialogue de savoir à la recherche de la voix, encore une fois, n'est-ce pas, il faut trouver la voix, comme disait Tintin, avec plusieurs interlocuteurs. Alors voici le passage d'où Saikaku sort sa citation. « L'homme naît entre le ciel et la terre ». Vous savez que
le chinois, la cosmogonie chinoise parle de ce que je traduis par les trois génies, Sansai. Vous avez le ciel, la terre et entre les deux, l'homme, la sphère humaine. L'homme naît entre le ciel et la terre. Il est comme un poulain blanc qui passe par un fossé. Comme s'il plongeait et reparaissait, il ressort forcément. Sans peine, avec aise, il disparaît forcément. Il se transforme et naît. Il se transforme encore et meurt. Les êtres vivants s'apitoient. Les humains s'en attristent. C'est défaire le carquois qui vient du ciel. C'est laisser tomber le havresac qui vient du ciel. Confuse mais consentante, l'âme prend congé et le corps la suit. C'est le grand retour. Le taiki de la fin est un concept très, très, très important au Japon aussi. Ne nous appesantissons pas sur les difficultés du texte. Je m'inspire largement en la modifiant pas mal aussi, la traduction de Leitch. Nous voyons en tout cas clairement la nature des changements qu'apporte Saikaku. Tout d'abord, il change le premier caractère en donnant une connotation nettement bouddhique, le moi, ware, n'est-ce pas? Alors que vous aviez en japonais, en chinois, la troisième ligne, le deuxième caractère de la troisième ligne, vous avez le caractère i qui se lit sudeni. Alors, il fait peut-être semblant de confondre le caractère sudeni avec un autre caractère très proche de forme qui est honoré, qui veut dire moi aussi, soi-même, et il remplacerait honoré par ware. Ce n'est pas impossible. Mais plus habilement encore, il intervertit l'ordre naturel décrit par Chuang-Tzu, de la naissance à la mort, pour remettre le processus dans une perspective bouddhique. Vous voyez, il dit bien ware ke shi, keshite shi, ou shishi, n'est-ce pas? Alors, où la mort vient avant la naissance. Le moi meurt. Dans l'enchaînement des 12 liens causaux que nous avons évoqués à la leçon précédente. Il meurt et renaît après. L'ordre est différent. Nous n'avons qu'à rappeler un célèbre passage du Hojoki, n'est-ce pas, le note de la cabane de moine que je vous donne ici, Ashita ni shishi, encore une fois, Yube ni umaru no narai, tada mizu no awa ni nitarikeru. Mourir le matin pour renaître le soir, c'est ce processus, nara ici, tadamizu no awa ni nitarikeru, ressemble à l'écume. N'est rien d'autre que l'écume. Donc cet ordre était bien établi et tout à fait bouddhique. Chuang-Tzu fait une sorte d'éloge du cours de l'existence humaine qui se déroule aussi rapidement qu'un galop de jeunes poulains franchissant un obstacle. La mort est le grand retour qui n'appelle pas de renaissance dans le taoïsme. Et vous connaissez bien l'histoire, n'est-ce pas, de Chuang-Tzu qui rencontre un crâne avec qui il dialogue en rêve et il demande au crâne donc au propriétaire du crâne s'il avait envie de revenir à la vie et le crâne fait la grimace pour indiquer que certainement pas, il est bien où il est. Donc nous ne sommes pas du tout dans la même atmosphère. Avons-nous affaire ici à un trait d'esprit de Saikaku transformant un texte taoïste en message bouddhique? On en saurait nier la possibilité. Mais on pourrait dire aussi que s'il a recours à ce passage quelque peu obscur de Chuang-Tzu, c'est aussi pour masquer son embarras sur la définition exacte du lien établi entre les deux existences. C'est une filiation naturelle entre père et fils, mais il y a aussi une continuité dans la poursuite de la voie du plaisir, une sorte de passation d'autorité sur cette voie. Le recours au taoïsme est donc un bon moyen de se mettre en dehors des considérations morales qui ne manqueraient pas de se poser du point de vue bouddhique, parce que le père a abandonné le fils. Remarquons que le titre même de ce premier livre, Le songe du jour de l'an, d'où le père est absent, je pense que... oui, bon, je ne vous l'ai pas donné... Oya no kao wa minu hatsuyume, n'est-ce pas, dit le titre. Ou plus littéralement d'ailleurs, où l'on ne voit pas le visage du père, est une claire allusion au poème de Ono no Komachi qui terminait, repris sous une forme légèrement changée, l'épisode de la naissance de l'enfant de la veuve rencontrée à l'Ishiyama-dera. Mais alors que le mot Oya du poème renvoyait certainement à la mère,
et c'est en ce sens que Saikaku le reprend sans ambiguïté dans le Ichidai Otoko. Ici, la suite précisera bien qu'il s'agit du père. Le romancier reprend donc le fil du récit comme s'il l'avait abandonné la veille. Je vous traduis ce passage. Sa mère était une jeune veuve de la capitale actuelle. Le monde ne faisait pas mystère de sa réputation, qu'il avait surnommée la coquette de Nishinotoin. Je n'insiste pas sur le vocabulaire et tout ça. Son père, le premier libertin, n'entendit jamais les vagissements du nouveau-né. Aussitôt arraché des mains de la sage-femme, celui-ci fut abandonné, roulé dans ses langes, au portail du temple hexagonal Rokkakudo. En ce lugubre automne de l'an 4 de Keian, en 1651 donc, mordu au gel de la nuit, battu au vent du matin, il ne fut point, par quel miracle, dévoré par les chiens, et la vie qui semblait devoir se sitôt toucher à son terme lui fut laissée. Nous avons assez vu dans notre cours sur le Genji combien les débuts biographiques sont redevables aux biographies bouddhiques, à commencer par celle du Bouddha Shakyamuni lui-même. Ici, c'est le simple fait que le nourrisson ait survécu qui est miraculeux. Fushigini, n'est-ce pas dit, l'avant-dernière ligne. Mais on ne peut dire qu'il y ait recherche d'exceptionnel dans les circonstances même de ce sauvetage inattendu. Le surnaturel viendra aussitôt après en des termes qui seront tout aussi inattendus. Mais même dans ces circonstances banales, il faut malgré tout qu'il y ait un entrelac de conditions qui mènent au dénouement, ce dénouement donc inattendu. Et ce sera l'occasion d'une très vivante description d'un terrain de jeu d'enfants de l'époque. Ce temple, en effet, était le terrain de jeu où les nourrices de la capitale amenaient leurs enfants. Dans le vacarme des tambours, des chalumeaux, des clochettes de chevaux de bois, une vieille nourrice qui, la veille encore, serrait en ses bras un enfant qu'elle n'aurait plus jamais au sein, trempait à présent ses manches de larmes. Encore une fois, Nure-en, n'est-ce pas? Et ce sont les larmes. Brandissait l'étui porte-bonheur du petit, le Tsumamori, et, en sa démence, vilipendait dieux et Bouddhas. À celle qui prenait part à son deuil, ses consoeurs, elle narrait son malheur. Hélas, ce nourrisson qui m'était confié, la tempête de l'impermanence l'a emporté. Pauvre fleur tombée avant la rosée, il gît à présent au cimetière de Funaoka, l'un des grands lieux de crémation de Kyoto. Et me voici délaissé comme une vieille bûche. Il fallait donc qu'une nourrice, au désespoir d'avoir perdu, sans doute à la suite d'une maladie infantile, l'enfant qui lui était confié, le remarque, l'enfant abandonné, sans doute dans un coin près du portail d'une temple, dans sa corbeille, avec la lettre qu'il leur recommandait à une âme charitable, ainsi que nous le voyons sur l'illustration du Ichidai Otoko. Et le miracle se produisit. Alors qu'il s'en retournait enfin, quelque peu réconforté par les serveuses et les soubrettes, elle aperçut l'enfant abandonné devant le portail, vivante image du jeune seigneur disparu, du petit Takemaru. On confère même un nom et pour mettre les choses en situation. C'est très typique de Saikaku, vraiment. Il rend vivant tous les personnages, n'est-ce pas? Elle ne le laissa pas à terre, mais le mit au sein et le ramena blotti contre elle avec force sanglots. Les parents virent leur chagrin se dissiper. « Il vient remplacer notre enfant, se dirent-ils. » Et ils l'élevèrent. Lorsqu'il eut 14 ans, en ce mois des averses où rien ne dure, je passe, le père et la mère avaient quitté ce monde. Ils sont morts prématurément. Et il vécut dès lors, le Nidai Otoko, le fils de libertin, le second libertin, il vécut dès lors sous les soins dévoués de sa nourrice, sans jamais voir l'office, c'est-à-dire sans avoir à se préoccuper des choses domestiques, jusqu'à l'âge de 30 ans révolu. Bon, vous voyez que ça a été un heureux dénouement. La différence avec le Ichidai Otoko est patente. Entre la naissance et les 30 ans de Yoden, le Nidai Otoko, il ne se sera rien passé qui mérite d'être narré au lecteur, si ce n'est la mort de ses parents lorsqu'il a 14 ans, qui est simplement mentionné. Mais il aura avec lui sa nourrice salvatrice jusqu'à ce qu'il soit quand même assez grandet, à 30 ans. Nous ne saurons rien de son éducation, ni de ses premières amours, mais la suite montrera vite qu'il n'a pas chômé durant toutes ces années pour ce qui est de la voie du plaisir. Il manque cependant à l'auteur un élément déclencheur de l'histoire, qu'il va mettre en scène
sous le signe d'un surnaturel quelque peu contenu, puisqu'il passe par le rêve, encore une fois. Et un rêve d'une qualité toute particulière, puisqu'il s'agit du premier rêve de l'an 9 qui a une valeur prémonitoire. Je vous donne ici ce passage. Alors, excusez-moi, nous sommes. Voilà, ici. Oui, excusez-moi, j'aurais dû vous montrer cette diapositive qui concerne donc la trouvaille du petit, n'est-ce pas? Alors, au plus profond de la nuit, je passe sans m'arrêter sur les innombrables allusions littéraires et tout cela, n'est-ce pas? Et donc, sachez que le jour de l'an, on peut, soit en représentation, soit en maquette, il y a le Takalabune, n'est-ce pas, le navire des trésors qui peut montrer les 7 dieux du bonheur ou toutes sortes de produits auspicieux, parmi lesquels la langouste, si vous voulez, qui va être ici représentée, avec aussi une miniature qui présente les Horai-san, n'est-ce pas, ou Horaito, les îles fortunées où habitent les immortels, ceux qui ne connaissent pas la mort, justement. Donc tout ça est propice à la longévité. Tous les rites de l'an 9, évidemment, sont là pour assurer prospérité et longévité. Donc, au plus profond de la nuit, où les vagues de l'an 9 venaient paisiblement bercer le navire auspicieux posé à son chevet, il vit, suspendu aux barbules de la langouste, occupant la terre du Nord sur la miniature des îles Fortunées, ce que je viens de vous dire, une ceinture en brocart de Chine flotter au premier vent printanier et en conçut un plaisir sans mélange. Comme il voulait puiser l'eau faste des longévités mythiques, je passe, surgit du large une créature ailée, Tsubasa, qu'il ne connaissait pas. C'est un rêve, hein, tout cela. Vous voyez devant vous l'oiseau Callistum, l'oiseau à belle figure, n'est-ce pas, Bimencho, du pays des femmes, Nyogokoku, lui fut-il dit, dont votre père, Yonosuke, le premier libertin, rare humain à s'y rendre, s'est lié avec la souveraine. Vous voyez, il s'est marié, non seulement il est parti à l'île des femmes, l'île aux femmes, mais il s'est marié avec la reine de l'île aux femmes. En son rutinant palais, il s'est lié d'une affection si profonde avec elle qu'elle ne le rendra plus à sa patrie. Mais le sentiment, alors là c'est vraiment au second degré, n'est-ce pas? Mais le sentiment paternel demeure chez lui profond. Oyako no Chigiri Fukaku. Aussi vous remet-il la tradition secrète de la voie du plaisir. Vous voyez, la troisième ligne avant la fin, Shikido no Hiden. Yuzuritamo. Il vous remet donc la tradition secrète de la voie du plaisir. À ces mots, il crut voir qu'on mettait en sa manche gauche un rouleau, et au même instant, il se réveilla de son premier rêve de la nuit. Dans la brume légère de l'aube qui flottait sur les collines de l'Est, s'élevaient les voix saluant l'an 9. Nous reconnaissons la sombre ironie de Saikaku dans la remarque sur le sentiment paternel profond de Yonosuke à l'égard du fils qu'il est allé lui-même abandonner dans la nuit 30 ans auparavant. C'est un peu raide. Oyako no Chigiri Fukaku. Mais nous remarquons tout de même, comme nouvelle illustration de nos remarques, que c'est bien le mot Chigiri qui est ici employé. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, la dernière leçon. Le lien profond qui unit les personnages du roman et qui est le moteur de la narration. Mais ce Chigiri se concrétise d'une autre manière. Son père lui envoie, Chigiri veut dire aussi contrat, son père lui envoie, comme on dirait maintenant, une lettre d'engagement, son père lui envoie le signe définitif de la légitimité de son mode de vie. Un rouleau, un makimono, intitulé « Transmission secrète de la voie du plaisir », où l'on voit cette quatrième voie inventée au Japon, le Shikido, être l'objet des mêmes procédés de transmission que les voies reconnues de la poésie ou du bouddhisme. Les hiden, c'est avant tout un terme bouddhique qui désigne les transmissions secrètes qui vous permettent de recevoir une initiation ésotérique. Là, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans le même mode. Il semble même que
que le rouleau, à le voir, on a l'impression qu'il a effectivement retrouvé le rouleau dans sa manche. Il semble même donc que le rouleau soit sorti de sa dimension onirique pour se retrouver concrètement dans la manche de Yoden, qui mérite dès lors bien son nom, l'initié du monde. Je vous remercie pour cette fois-ci et je vous dis à la semaine prochaine.